bonjour, braves gens. J'ai essayé de faire une première prise. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une interruption. Donc, je vais recommencer. Voilà, je suis donc aujourd'hui intéressé par la définition du totalitarisme. C'est-à-dire que nous sommes le 17 décembre 2020 et je m'inquiète. Vous allez voir pourquoi. Alors, en fait, on peut très bien définir le totalitarisme comme une gouvernance qui refuse toute opposition. Alors, la caractéristique de ça, c'est par exemple, voilà, à partir de l'incendie du Reichstag en 1933, euh, le prétexte a été saisi par le parti de la NSDAP, donc d'Adolf Hitler, pour s'emparer des opposants politiques, des socialistes, des communistes, et pour les envoyer dans les camps. Donc on s'est défait de toute opposition politique. Il n'y avait plus que la NSDAP qui était acceptée comme parti légal en Allemagne. Alors, on n'en est pas là. Mais c'est vrai qu'on peut tout à fait abonder, c'est-à-dire accepter cette définition. Sauf que je veux approfondir un petit peu. Et je vais m'appuyer sur les travaux d'un neurologue qui s'appelle Boris Cyrulnik. Et bon, il a 83 ans maintenant, donc il est à la retraite, si vous voulez, mais il a fait des recherches sur le cerveau et sur le développement notamment du cerveau dans les premières années de la vie d'un individu, ce qu'il appelle la période préverbale, c'est-à-dire qu'en fait, avant les 20 premiers mois de notre vie, nous ne disposons pas des outils suffisants pour parler. Nous maîtrisons la langue entre le 20e et le 30e mois. C'est-à-dire qu'il y a des choses à ce moment-là qui se passent qui nous permettent de, par exemple, d'apprendre une langue. Comme il dit avec une pointe d'humour que j'aime bien, ça fait plusieurs décennies qu'il apprend l'anglais. S'il avait appris cette langue entre le 20e et le 30e mois, il aurait pu l'apprendre très facilement. C'est-à-dire qu'un bébé apprend une langue absolument naturellement, alors que des personnes adultes ont énormément de mal à apprendre une nouvelle langue. Euh, voilà, donc en fait, suite à cela, Boris Cyrulnik s'est beaucoup intéressé aux personnes qui avaient subi des traumas, et notamment des séparations. Donc c'est un peu lié à son histoire personnelle, puisqu'il est issu d'une famille juive qui a été persécutée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Boris Cyrulnik s'est beaucoup intéressé à la façon de se reconstruire ou pas que peut avoir une personne à partir de son récit personnel. Et apparemment, c'est ce que ces travaux ont permis d'éclairer en étant, comment dire, multidisciplinaire, s'appuyant sur des disciplines diverses et dont on a croisé les résultats, permis d'arriver à cette conclusion que, en fait, on peut voir chez des personnes qui sont, par exemple, chez les enfants, par exemple, qui ont été maltraités en Roumanie, qui avaient été séparés, c'était des enfants orphelins, qui avaient été séparés et maltraités pendant des mois, voire des années dans la Roumanie de Ceausescu. On voyait sur leur image cérébrale toute une partie du cortex préfrontal qui était déficitaire, donc qui n'était pas développé comme il faut. Et donc, apparemment, le cortex préfrontal, c'est ce qu'avance Boris Cyrulnik, permet de réguler les informations qui sont transmises par l'amygdale, notamment, et le système limbique, et qui gère, elle, les émotions liées à la peur
liées aux angoisses, etc. Et en fait, si on n'a pas ce cortex préfrontal qui n'est pas développé assez, eh bien, il y a une carence. La carence affective se traduit neurologiquement. Et les personnes qui ont subi des graves troubles pendant une certaine période de développement du cerveau ont une incapacité à gérer leurs émotions. Et il y a des possibilités de corriger ce tir, parce que le cerveau en fait, ça, c'est aussi des découvertes qu'on a fait en fait depuis longtemps, hein, mais pendant longtemps, il y a eu une doctrine qui planait, qui disait que la neurologie, une fois que les neurones étaient, euh, disons, en place chez l'embryon ou chez le bébé, le nouveau-né, eh bien, pratiquement, il n'y avait plus de développement possible. Ce qui est complètement faux, hein, parce qu'en fait, on fait des synapses, c'est-à-dire qu'on en fait beaucoup d'ailleurs dans les premières années de la vie, mais on continue à faire des synapses tout au long de la vie. Donc, il y a une plasticité, bon, même si elle est relative, et donc on peut travailler donc sur le cerveau et sur les effets post-traumatiques. Voilà, donc c'est un peu ce que propose Boris Cyrulnik dans ses livres, dans ses travaux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lui, il s'est penché aussi sur les situations dites où les personnes sont mises dans des contextes très, 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 très difficiles. Il fait un hommage à une résistante française qui s'appelait Germaine Tillon, qui a eu un parcours tout à fait extraordinaire. Cette femme a été internée dans les camps à Ravensbrück et elle a eu un courage qui a fait qu'elle a entraîné les personnes qui étaient internées avec elle et elle a même poussé le bouchon jusqu'à écrire au moment où ils étaient enfermés à Ravensbrück une espèce de petite pièce de théâtre qu'il jouait pour se moquer des gardiens et il disait qu'en fait ceux qui étaient emprisonnés c'était pas les prisonniers mais c'était les gardiens qui étaient emprisonnés dans l'idéologie du nazisme. Donc c'est assez intéressant cette démarche parce qu'on voit, c'est ce que la principale théorie développée par Boris Cyrulnik, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité à se reconstruire, à se reformer. La résilience, ça rentre en jeu dans les métaux, par exemple. On parle de résilience pour les métaux, c'est-à-dire que vous prenez un métal quelconque et puis il est formé et en fait vous le déformez, par exemple. Hein, par exemple, de faire ça. Ensuite, vous appliquez de la chaleur et ce métal va retrouver sa forme d'origine. C'est une des capacités des métaux qui a été donc attestée en physique. Et de fil en aiguille, des neurologues comme Boris Cyrulnik ont développé cette idée que la résilience est possible aussi chez l'être humain. Alors, bien sûr, ce n'est pas les mêmes mécanismes. Et en fait, pour que la résilience puisse se faire, il faut qu'il y ait des prérequis. Et en fait, je ne vais pas faire un discours sur la résilience, mais en fait, nous sommes actuellement, je pense, dans une phase traumatisante. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de faire une épilogue. C'est simple, on voit bien que les gens actuellement sont traumatisés par la crise du Covid, sont traumatisés par les décisions qui sont prises par les gouvernements, qu'elles soient justifiées ou non, mais c'est un fait. Si on dit aux gens ne sortez plus de chez vous, là, bon, actuellement, on est rentré en confinement en Allemagne. En France, vous sortez du confinement pour peut-être en avoir un troisième dans quelques temps. Que sait-on? Donc déjà, cette impression que ça, on ne sait pas combien de temps ça dure. Donc c'est angoissant. Ensuite, les gens qui peuvent perdre leur commerce, etc., leurs revenus. Donc c'est aussi angoissant. Et puis, bien sûr, pour les personnes qui ont l'angoisse d'attraper cette maladie et éventuellement de penser qu'elles vont en mourir, donc c'est aussi angoissant.
le fait de porter le masque, le fait d'imposer le port du masque, le fait d'imposer tout un tas de mesures qui sont plus ou moins comprises, qui sont plus ou moins justifiées, qui sont plus ou moins absurdes selon la mesure, le fait d'autoriser le ski, mais d'interdire les remontées de pente de ski, c'est en soi aussi, là, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va influer sur la propagation ou non d'un virus? Donc, vous avez tout un ensemble de choses comme ça qui font que les gens sont dans une angoisse actuellement qui se pérennise d'ailleurs, puisque ça fait des mois qu'on est dans cet état-là, si bien que, évidemment, pour l'instant, la seule issue qui est entrevue par pas mal de gens, c'est le vaccin. Et là, c'est source d'angoisse aussi pour d'autres personnes qui se rendent compte que développer un vaccin en l'espace même pas d'un an, et avec une méthode tout à fait nouvelle, puisque c'est une thérapie génique, ce sont des ARN messagers. Contrairement à ce qu'on dit, les ARN messagers peuvent rentrer en contact avec l'ADN et donc modifier nos gènes. Ça peut arriver, c'est pas, disons que c'est pas systématique, mais ça peut arriver aussi. Donc il y a des enjeux, etc. Et puis il y a des angoisses, tout simplement. Il y a des personnes qui vont angoisser par rapport à ça, par rapport à tout ce que je viens de dénoncer. Donc nous nous trouvons dans une situation très compliquée et c'est pas comme si on était interné dans un camp, mais c'est une situation angoissante et traumatisante. Et le propos, c'est de comment faire pour justement être résilient, de pouvoir se raconter, disons, se restructurer. Et il y a le récit, la parole, le récit qu'on fait de soi, le récit personnel, et puis il y a aussi le récit partagé, c'est-à-dire le récit qu'on partage avec d'autres personnes. C'est un peu ce que je suis en train de faire avec vous, c'est-à-dire d'essayer de partager un récit pour donner du sens à tout cela et pour pas justement tomber dans la folie, pas tomber dans l'aliénation, c'est-à-dire que finalement il n'y aurait plus que des gestes rassurants. Donc c'est ce qui avait été constaté avec ces orphelins de Roumanie. Bon là c'est un cas extrême bien sûr, mais vous aviez donc ces orphelinats avec des enfants qui étaient entassés là-dedans et dans les grandes salles et qui n'avaient que des gestes rassurants, des gestes auto-centrés. Ils se dodilinaient, ils se balançaient tout le temps, donc des mordillaient, etc. Des gestes auto-centrés pour se rassurer, parce qu'il n'y avait plus que ça. Leur cerveau était complètement déconnecté de tout intérêt vers l'extérieur. Donc voilà, bon, c'est un cas extrême, mais c'est ce à quoi peut mener l'angoisse, la désespérance. Bon, par exemple, ça peut en mener aussi au suicide, par exemple, hein, des gens qui n'arrivent plus à compenser, entre autres. Donc, la question et l'enjeu, je pense que c'est vraiment un enjeu très fondamental, c'est de trouver une résilience, d'abord un récit personnel, ensuite un récit collectif qui peut, disons, non pas apporter toutes les réponses, mais disons avec un partage de récits personnels, constituer un récit collectif qui fait que on se sente mieux, on ne se sente pas tout seul, on ne se sente pas isolé. C'est aussi une des conséquences de ces confinements et de ces mesures angoissantes où on a l'impression qu'on est tout seul. Et il s'agit de lutter contre cela, parce que c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, c'est nous ne survivons pas si nous sommes seuls, si nous sommes isolés. L'être humain a besoin d'être un être social, il a besoin de contact, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être en contact avec d'autres personnes. Ça, c'est un besoin fondamental. Voilà. Donc, effectivement, nous commençons, je propose aux gens de commencer, si ce n'a pas été fait déjà, si ce n'a pas été abordé, de commencer un récit, d'abord un récit personnel par rapport à cette crise du Covid, comment vous survivez cette crise du Covid, qu'est-ce qu'il y en est, et puis ensuite d'aborder éventuellement, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui en ont envie, un récit collectif. De se dire, voilà, comment vous voyez les choses, etc. Il ne faut jamais forcer les gens parce que, comme le dit Boris Cyrulnik, il y a, chez des personnes très traumatisées, il y a une impossibilité de parler.
comme par exemple des gens qui ont été traumatisés par les guerres. Moi j'ai connu ça, mon beau-père avait fait la guerre d'Algérie, il était incapable de parler de cette guerre d'Algérie, il était incapable de dire ce qui s'était passé. Juste à la fin de sa vie, il a à un moment énoncé, évoqué une petite anecdote où il était au front, je crois que c'était à Tizi Ouzou, et apparemment c'était en train de canarder de partout, et il était au front. Donc il s'est tourné vers son camarade qui était à 1 mètre de lui, et puis il s'est rendu compte qu'il était mort. Voilà. Donc, et ça l'a apparemment traumatisé jusqu'au point où il a eu besoin de... vous voyez, la guerre d'Algérie, c'est 58-62, donc ça fait quand même... il a eu besoin de plus de 50 ans pour en parler. Oui, c'est comme quoi, donc il a eu besoin, comme dit Boris Cyrulnik, d'un plâtre sur cette histoire pendant tout ce temps pour pouvoir libérer sa parole, tellement ça l'avait traumatisé. Eh bien, il faut respecter ce plâtre parce que ça veut dire que la cicatrice n'est pas encore fermée et que voilà, c'est trop. Si on l'ouvrait trop tôt, eh bien, ça ferait plus de dégâts que de bienfaits. Et donc, voilà le fait. Mais par exemple, il y a des gens, pour des raisons X, Y, etc., qui peuvent parler plus vite et qui sont à même de verbaliser leur souffrance. On met des mots sur les mots, comme disait Jacques Salomé, on met des mots sur les mots, et à ce moment-là, ça permet d'aller mieux. Et éventuellement, c'est pas vain, parce que les autres qui peuvent pas parler, ils peuvent entendre. C'est-à-dire qu'eux-mêmes participent de ce discours collectif de façon passive. Hein, ils ne sont pas obligés d'écouter, mais de toute façon, comme disait Jacques Salomé, on ne peut pas ne pas communiquer. Hein, même si on ne dit rien, on communique. Et donc, vous voyez, c'est ce en quoi le discours et la parole partagée, le récit partagé permet justement est libérateur. Or, si vous ne libérez pas la parole, il n'y a qu'une seule parole qui vient en fait dessus, et c'est une parole qui fait une chape de plomb. Actuellement, les seuls qui sont parlants, enfin disons avec une parole extrêmement dominante, c'est les médias, et ce sont les médias, et ce sont les dirigeants et les décideurs. Et les décideurs sont aussi dans une parole unanime, quasiment. C'est-à-dire que, en gros, la science nous a dit que il y a un consensus scientifique, le port du masque sert à quelque chose, alors que moi j'ai tout un dossier avec des tas d'études qui prouvent le contraire. L'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, alors qu'il y a des méta-analyses qui disent qu'il y a 160 études qui ont été faites, et sur ces 160 études, il y en a une bonne majorité qui prouvent que l'hydroxychloroquine a une efficacité relative, mais apparemment, d'après les dernières, on calcule comment on va dire, un coefficient de hasard, c'est-à-dire que odds ratio. Et ce odds ratio qui a été calculé pour que l'hydroxychloroquine ne soit pas efficace comme traitement contre la Covid, ne serait-ce que dans les premières phases, comme l'avait précisé le professeur Raoult, mais il n'est pas le seul. C'est pour ça que je m'époumonne à dire ça. Le professeur Raoult n'est pas la seule personne au monde qui préconise l'hydroxychloroquine. Et d'ailleurs, elle ne la préconise pas parce qu'il sait qu'il se ferait taper sur les doigts par l'ordre des médecins et la NSM, mais il le dit que ça marche. Mais il n'est pas le seul à le dire. Les Chinois l'ont dit avant lui, Harvey Rich aux États-Unis le dit, et puis il y a des tas de gens qui le disent. Et puis c'est pas la seule molécule qui fonctionne en plus. Maintenant, on est en train de se pencher sur l'intervectine. Bref, je passe sur tout ça. Mais donc, le odds ratio a été calculé, c'est une chance sur 300 milliards. Il faudrait une chance sur 300 milliards pour que l'hydroxychloroquine soit en fait un effet placebo. Alors voilà, on en est. Donc il y a des moments où il y a des évidences, mais vous n'entendez pas ça dans les médias mainstream, vous n'entendez pas ça chez les dirigeants, vous n'entendez que des choses qui sont, disons,
je ne dirais pas aberrante, mais j'ai presque tendance à dire aberrante, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un discours qui est extrêmement angoissant et surtout un discours qui est assez unanime et qui ne permet pas et qui ne tolère pas les alternatives, les contradictions et éventuellement justement le débat contradictoire. Or, Boris Cyrulnik, c'est pour ça que j'abordais la question avec Boris Cyrulnik stipulait que, effectivement, quand un discours une, ou une théorie scientifique ou un discours politique ou un dogme religieux apporte une réponse totale et unique, unanime à une question, à un problème, et quand il n'y a pas d'accès à des alternatives, c'est que ce discours, c'est que ce dogme, c'est que cette théorie scientifique, ou ce dogme scientifique, si vous voulez, est totalitaire. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Vous avez là, actuellement, un professeur de pharmacie qui s'appelle Jean-Bernard Fourtillan, qui a été interné en psychiatrie suite à son intervention dans le documentaire dont on ne doit pas dire le nom, Braquage de banque. Et en fait, on a dit que oui, il avait fait l'exercice illégal de la médecine, il avait fait essayer de faire passer à des patients un traitement miracle, etc., et qui serait un peu une espèce de poudre de parlimpinpin. Moi, je ne peux pas me prononcer sur cette question, parce que tout d'abord, c'est une question juridique, puisqu'il y a une enquête là-dessus. Ensuite, bon, éventuellement, il aurait peut-être diffamé l'Institut Pasteur, Sanofi, enfin le laboratoire Sanofi Pasteur, pour avoir sur la crise du Covid. Bon, regardez le documentaire, moi je ne me prononce pas là-dessus. S'il y a une plainte pour diffamation, elle va faire son chemin. S'il y a une plainte pour exercice illégal de la médecine, elle fera son chemin. Mais toujours est-il que cela ne légitime en aucun point un internement en psychiatrie qui a été déterminé donc d'office par le préfet du Gard. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que c'est une mesure politique, puisque c'est le préfet, c'est l'exécutif, qui a décidé de faire interner une personne. Et on voit trop le lien entre son intervention dans le documentaire, contesté ou contestable, peu importe. C'est un documentaire qui propose une vision alternative et qui est justement un discours qui n'est pas le discours unanime et qui, moi, je pense qu'il déclenche beaucoup de controverses, ce documentaire. Je ne suis justement pas d'accord avec tous les arguments qui sont posés dedans et disons, je trouve qu'il propose des allégations, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, des allégations trop faciles et que, en fait, il faudrait, dans certains cas, en tout cas, vérifier les faits. Et il me semble que ça n'a pas été fait avec suffisamment justement de précaution d'usage. Mais bon, c'est mon opinion aussi. Après, je trouve que justement ce documentaire a le mérite d'exister, c'est-à-dire qu'il propose un discours alternatif, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. Après, mais voilà, les gens sont tout à fait assez à même de se faire leur propre opinion. Et je pense que c'est justement nécessaire de pouvoir se faire sa propre opinion. Quand j'entends que, par exemple, actuellement, les médias comme Facebook, YouTube, etc., censurent systématiquement des critiques sur les vaccins, alors que il y a des vaccins qui sont nécessaires, et j'en suis le premier à l'attester, puisque j'ai moi été vacciné cet été contre la rage, et donc je vais pas dire que je suis contre les vaccins, je suis pour les vaccins. Mais apparemment, on n'a pas le droit de critiquer les vaccins, notamment les vaccins ARN messagers. Ça pose beaucoup de questions quand même. Eh bien,
vous n'avez pas le droit de critiquer, et c'est censuré. Et quand vous êtes, par exemple, actuellement, YouTube a annoncé qu'ils allaient censurer le fait que les républicains aux États-Unis sont en train de contester le vote de Biden. Alors, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, pour moi, c'est secondaire. Vous comprenez, c'est pas ça la question. C'est le fait de censurer qui me pose beaucoup de questions. Et ce sont des signes. Je parle de l'internement d'une personne qui émet une opinion, qu'elle soit controverse, qu'elle soit absolument enfin, disons, euh, oui, à remettre en question, oui, d'accord, mais c'est une opinion. On le fait interner en psychiatrie, en France, en 2020. Des plateformes d'Internet décident de censurer des gens pour leur opinion, parce qu'ils contestent le résultat d'une élection. Ils ont bien le droit de contester les résultats d'une élection. Où est le problème? Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec voilà, les résultats d'une élection. Vous avez le droit de dire que vous trouvez qu'un vaccin n'est pas peut-être fait à la va-vite et qu'il peut être éventuellement avoir des effets indésirables et qu'on ne connaît pas les effets indésirables. Et il n'y a aucune étude scientifique qui a été sortie sur les vaccins qui ont été achetés et qui sont actuellement justement annoncés comme la panacée. Je suis désolé, hein, mais il n'y a pas d'études scientifiques ni sur le vaccin de Pfizer, ni sur le vaccin d'AstraZeneca, ni sur le vaccin de Moderna. Donc attendre ne serait-ce qu'au moins une étude peer review, comme disent les Anglais, revue par les pairs, ce serait la moindre des choses. La moindre des choses. Donc déjà ça, pas de critique là-dessus, pas de critique sur pas de contestation possible des résultats des élections aux États-Unis. Et un personnage qui a peut-être une opinion contestable, soit, mais qui donne son opinion sur l'origine, on va dire, du coronavirus, du SARS-CoV-2. Bon, voilà. Et quand même, cette personne-là, si elle dit des choses qui sont diffamantes, eh bien, elle peut l'attaquer, hein, en justice. Mais l'enfermer, donc ça veut dire bâillonner ces gens-là. On est en train de bâillonner les gens qui ont des opinions alternatives. Et ça, c'est vraiment très, 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 très grave. Ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. Ça veut dire que, justement, on rentre dans un totalitarisme. Et j'espère que vous comprenez l'enjeu. Mesdames et messieurs, l'enjeu, c'est qu'il y va de notre démocratie. Si ce mot veut encore signifier quelque chose pour les gens, il y va de notre mode de vie. Il y va de nos droits fondamentaux. Et quand ces droits fondamentaux ne sont plus garantis, et que, par exemple, la séparation des pouvoirs n'est plus garantie, voilà, vous avez l'exécutif, un préfet qui intervient pour faire interner une personne. On chante la justice, on chante le législatif, on chante le judiciaire. C'est très grave. La garantie, la séparation des pouvoirs n'est plus garantie. Vous n'avez plus de constitution, mesdames et messieurs. La constitution n'est plus effective. Donc on est dans un état, on est basculé dans un état totalitaire. Je considère qu'à partir du moment où on a pris cette mesure d'interner ce monsieur, professeur Fourtillan, on est basculé, on a franchi la ligne jaune. Allègrement. Allègrement. Voilà. Donc, bien sûr que ça fait déjà un certain moment que les gens disent oui, les dérives autoritaires. Là, on a franchi la ligne jaune. On a franchi la ligne jaune. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, réalisez que la crise du Covid, c'est une chose, c'est une crise sanitaire, etc. Mais réalisez ce qui se passe à côté. Réalisez ce qui se passe au niveau politique. Ce qui se passe en France, ce qui se passe en Allemagne. On a eu le même cas. On a eu l'avocate Beate Bahner qui a été internée au mois d'avril cette année parce qu'elle avait analysé la
constitutionnalité ou l'anticonstitutionnalité des modifications qui ont été faites, qui ont été adoptées par le gouvernement, justement, pour la infection de Schutzgesetz, c'est-à-dire la loi de protection contre les infections. Et suite à cela, cette dame a fait une analyse que j'ai lue d'ailleurs, et qui est très fondée, qui est très construite. Après, moi, je ne suis pas juriste, donc, mais les arguments qu'elle avançait étaient très solides. Eh bien, cette femme a été internée en psychiatrie. Je considère qu'à partir du moment où on interne en psychiatrie des avocats, qu'on interne en psychiatrie des professeurs de pharmacie, qu'on interne et qu'on empêche et qu'on censure sur les réseaux publics, donc des médias, les réseaux, les plateformes internet, ce sont des médias. On censure des opinions alternatives. On a basculé dans le totalitarisme. Et contre le totalitarisme, il appartient de lutter, de résister avec tous les moyens. Ou alors, nous sommes des lâches et nous méritons, parce que c'est ce que disait aussi Boris Cyrulnik, et c'est ce que disait Germaine Tillon, et en gros, dans les propos, c'est ce que disait aussi Hannah Arendt, c'est la soumission. Le problème dans les mouvements, dans les régimes totalitaires, ce ne sont pas les miradors, ce ne sont pas les gardiens, ce ne sont pas les SS, etc. Ce ne sont pas les mitraillettes, les camps. Le problème, c'est la soumission. C'est tous ceux qui voient, savent et se taisent et qui obéissent. Ce sont eux qui sont effectivement, comme disait Germaine Tillon, qui sont internés, qui sont enfermés dans leur crainte de l'autorité, dans leur idéologie et dans leur enfermement doctrinaire. Et c'est pour ça que moi, j'ai ressenti ça, puisque j'ai vu Madame Bernard, je l'ai vue. Le jour où elle a été justement convoquée par le commissariat de police ici, à Heidelberg, je l'ai vue. C'était un fort hasard, complètement fortuit, c'était un hasard, j'étais là, par hasard. Et j'ai vu qu'il y avait un attroupement qui attendait après elle. Je me disais, tiens, on est en plein confinement, c'est bizarre. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de très grave. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos. C'est parce que dans la série de prisonniers, le prisonnier numéro 6 dit « Vous êtes libre ». Mais pour être libre, il faut prendre en compte, il faut réaliser, prendre conscience de ces déterminismes. Bonjour chez vous.